Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler plus en détail de Gabri Veiga. Mais avant cela, revenons sur les informations sorties au sujet du PSG parce que ces dernières heures, ça a chauffé. Normalement, la vidéo de demain, ce ne sera pas sur des rumeurs mais sur une officialisation, enfin, qui aura lieu à 14 heures au nouveau centre d'entraînement avec la conférence de presse de présentation de Luis Enrique. D'ici là, il faut terminer de boucler l'accord avec Christophe Galtier qui a été annoncé ce matin par de nombreux médias mais temporisé cet après-midi par RMC Sport d'abord, qui nous disent que c'est pas fait à 100% même si ça avance bien. Et là, juste avant que j'allume la caméra, deux sources assez fiables, Julien Froment et le média Goal nous annoncent que c'est pas encore terminé parce qu'il manque la signature du principal intéressé, Galtier. On sait pas trop où il est. Est-ce que ses avocats sont à Paris négocier avec le club et lui est dans sa maison de vacances à Cassis après sa garde à vue? Dans tous les cas, jusqu'au bout, il aura fait chier parce qu'il part avec toutes ses indemnités, ça a dû négocier jusqu'au bout et je pense, pour revenir sur ce que je disais dans ma vidéo d'hier, que le club a poussé jusqu'au bout pour attendre qu'un club vienne prendre Christophe Galtier, qui était quand même pas mal exposé cette saison, qui a eu aussi des prétendants sur le mois de juin. Alors, on se souvient du papier de Degord et Herman, je crois, dans l'équipe, un jeudi soir, nous annonçant que le Napoli est sur lui. Vendredi matin, 10h pétante, Rudy Garcia est officialisé. Il y a eu Marseille, à un moment donné, Mohamed Bouafsi disait qu'il y avait des discussions avec Galtier. L'Arabie Saoudite, alors ça on ne sait pas trop d'où est-ce que c'est sorti, mais visiblement il s'intéressait à lui, qui devrait passer devant le tribunal pour discrimination contre les musulmans. Bref, dans tous les cas, je pense que le PSG a poussé jusqu'au bout, et puis là, avec la garde à vue, je pense que c'est un peu râpé. On part sur une année sabbatique dans laquelle il va se concentrer sur ses ennuis judiciaires, plutôt que sur sa carrière, et en plus, il a besoin de repos après une année éprouvante au PSG, par le contexte PSG, mais aussi par sa faute, parce que on en a parlé toute la saison. Je ne vais pas m'éterniser dans cette vidéo, il n'y aura pas de vidéo bilan Christophe Galtier, on sait très bien que c'est un des pires entraîneurs de l'RQSI, voire même de l'histoire du PSG, parce que tactiquement, dès le début on le savait, il maîtrisait le 4-4-2 à plat assez régulier, pas grand chose d'autre. Luis Campos lui impose son espèce de 3-4-3 qu'il ne maîtrise absolument pas, avec Joao Sacramento par exemple. On sait très bien que Christophe Galtier a été nommé non pas pour ses compétences, mais parce que c'était le bon toutou de Luis Campos qui allait accepter un petit peu toutes les frasques de notre directeur sportif, qui s'est permis à quelques reprises cette saison de parler dans le vestiaire, on le sait tous pertinemment. Après Monaco au mois de février, ça a chauffé avec Neymar, cette altercation tout le monde la connaît. Bon bref, dans tous les cas, en matière de communication, pareil vis-à-vis des supporters, Galtier voulait contenter tout le monde, toujours être dans le consensus, ce qui fait qu'il a marché très vite sur un fil et qu'il est tombé à de nombreuses reprises. Enfin franchement, il y a plein d'épisodes en matière tactique, voilà, notamment le cas Neymar où il te dit qu'il a une idée très claire de ce qu'il veut en faire. En septembre, c'est un élément clé et quand il se blesse en février, non, l'équipe sera meilleure, plus équilibrée sans lui. Évidemment, en matière extrasportive, ça a été compliqué. À sa décharge, le club, Nasser et Luis Campos, laissent à chaque fois leurs entraîneurs seuls face à la presse qui, elle aussi, n'est pas bienveillante. Et on en parlera plus tard par rapport à la conf de demain avec Luis Enrique. Mais il a aussi fait des erreurs, Galtier. Le char à voile, avec le recul, ça a pris des proportions sûrement démesurées. Mais tu sais très bien que tu es entraîneur du PSG, que tu donnes une conférence de presse pré-Ligue des Champions avec des médias internationaux dans la salle et surtout Kylian Mbappé à côté de toi qui a attiré quand même bon nombre de caméras. Tout était réuni en fait pour que 2 ou 3 mots de trop fassent le tour de la planète. Et ça a été le cas et c'est là que tu te dis, le mec, il avait absolument pas la carrure pour entraîner le PSG. Bon bref. Un des pires entraîneurs sous QSI et donc demain nouveau cycle. Évidemment ici on est très content de voir Luis Enrique signer au PSG. Conférence de presse à 14h. Normalement ça devrait être comme d'habitude avec Nasser, donc on aura des questions et à Nasser et à Luis Enrique. Des journalistes, alors évidemment il va y en avoir beaucoup. On s'attend à des Dominique Sévérac, Damien Degord, Loïc Tanzi et j'espère, parce que Galtier, il était très protégé par les médias, parce qu'il est français, sûrement parce qu'il leur donnait des informations, et en conférence de presse, les mecs, même Christophe Galtier, à des moments, a poussé des coups de gueule,
parce que ça parlait que extra sportif. Je sais pas si on se rend compte, Christophe Galtier, le coach ultra régular, qui en matière de tactique te fait pas des réponses ultra élaborées, c'est plein à des moments. Ok, Pochettino, bon, lui c'est un cas à part parce qu'il disait rien, mais demain, Luis Enrique, on a quand même quelqu'un qui arrive avec un projet de jeu, une certaine idée du foot très claire, qu'il a appliqué dans d'autres équipes, donc j'attends des journalistes des questions football, tactique, pas qu'est-ce que vous comptez faire concernant l'hygiène de vie de Neymar. Est-ce que vous vous projetez en septembre avec Kylian Mbappé dans vos rangs? Est-ce qu'il y a déjà des désaccords avec Luis Campos sur le mercato? Non, ces questions ragot caniveau, c'est peut-être ultra utopique ce que je dis, mais vraiment, on en a ras-le-bol, quoi. Et ce serait le bon moment pour nos journalistes de prendre un petit peu en grandeur, quoi, avec un entraîneur qui, je pense, répondra à leurs questions, avec Luis Enrique. Parce qu'à chaque fois, au mois d'avril, alors on regarde les quarts de finale de Ligue des Champions, parce qu'on n'est pas qualifié et tout ça, mais on regarde aussi les conférences de presse d'avant-match de mecs comme Carlo Ancelotti, Pep Guardiola. Enfin, c'est la grande classe. C'est des confs, enfin les supporters les regardent parce que c'est passionnant d'entendre ces entraîneurs parler football. Nous, non. À chaque fois, on a des questions extrasportives et des journalistes qui, je sais pas, pareil avec Mbappé, tu vois, des journalistes qui mettent pas les personnages face à leurs contradictions ou ne s'intéressent pas vraiment au terrain. Et puis surtout, les journalistes ont intérêt à poser des questions par rapport au terrain, parce que Luis Enrique, tout le monde sait qu'il s'entend pas très bien avec la presse en Espagne. Et que donc, si les journalistes français veulent ne pas se faire rembarrer des conférences de presse par Luis Enrique et ou, au meilleur, avoir des informations par Enrique ou son staff, ils ont tout intérêt à lui poser des questions football qui ne vont pas le froisser tout simplement. Et honnêtement, on sait très bien que Luis Enrique, c'est quelqu'un qui répondra aux questions tactiques, hein, pas comme Mauricio Pochettino. Bref. Alors hier, on a eu un papier de Damien Degord et Arnaud Herman. Alors, quand je parlais de Rago Caniveau, là, on a vraiment la palme d'or avec ces deux-là, qui sont toujours dans ce genre d'histoire. Par exemple, pendant la cohabitation Navas-Donnarumma, ils nous ont sorti un nombre incalculable d'anecdotes de vestiaires sur Navas, même avec Marcin Bulka sur les marques de gants et tout ça, mais allez regarder, je vais pas vous faire le topo. Pareil à l'époque quand Neymar arrive, les histoires de penalty gate et tout ça, quand il se blesse, que des trucs, mais dans les ragots, tout le temps. Et donc ils nous disent hier que y a des désaccords entre Campos et Enrique sur la composition du futur staff qui ne serait donc pas finalisé. Campos voulait imposer Joao Sacramento qui était donc adjoint de Christophe Galtier cette saison. Mais Enrique a refusé. Normalement, là, selon Arthur Perrault, il a obtenu gain de cause. Il arrive avec ces trois historiques, disons, mais il devrait y avoir encore quelques personnes du staff de Christophe Galtier qui restent, notamment 2 préparateurs physiques qui devront collaborer avec Rafa Paul, donc qui va arriver dans les bagages d'Enrique. Lui, c'est un préparateur physique avec très bonne presse, très bonne réputation. Et donc, ça fait plaisir parce que pour moi, au niveau du staff, il y a 2 choses. Allez, 3, même si je pense que la 3e ne sera pas servie. La première, c'est la préparation physique. On le sait très bien, avec Pochettino, ça travaillait là-dessus et c'était plutôt bon. Pas de blessures musculaires au PSG. À chaque fois qu'il y en avait, c'était avec les sélections pendant les trêves internationales. Ok. Deuxième point, l'entraîneur des gardiens. On y reviendra plus tard. Je pense qu'il faut quand même cibler quelqu'un qui fera travailler le jeu au pied de Donnarumma. Et enfin, 3e point, avoir quelqu'un qui fait le lien un petit peu avec la francophonie du vestiaire. Je suppose que Luis Enrique ne parle pas français, même si quand tu es espagnol, évidemment, c'est comme les Français qui apprennent l'espagnol. Langue plutôt facile à apprendre rapidement. Est-ce qu'il fera l'effort? Je pense. Ok, le vestiaire est à majorité hispanique, avec les Brésiliens, les Portugais, c'est la péninsule ibérique, tout ça. Donc voilà, ça se comprend. Mais dans tous les cas, il y a aussi un objectif chez Nasser de franciser l'effectif. Et les conférences de presse en français, c'est tout de suite plus sympa. Donc s'il pouvait, par exemple, comme Pochettino, avoir un adjoint comme Miguel D'Agostino, si j'écorche pas son prénom, qui traduit, on va dire, en direct les mots de l'entraîneur, ce serait pas mal. Voilà, parce qu'un adjoint, c'est toujours mieux qu'un traducteur, parce qu'évidemment, les mots sont bien mieux choisis qu'un simple traducteur. Voilà, parce que les mecs se côtoient au quotidien. Bon bref, donc Rafa Paul, très content au niveau de la gestion des organismes, parce que cette saison, ça a vraiment été un des échecs du staff Christophe Galtier, avec les blessures
mais absolument lamentable. D'ailleurs, dans l'article de Gore et Herman, on apprend que c'est Luis Campos qui a poussé pour que Mukiele soit titulaire contre l'OM le 26 février, match dans lequel il se blesse, il rechute. Est-ce que c'est vrai ou non, je ne sais pas, mais dans tous les cas, par exemple, Kimpembe, Neymar et les gars, il y a eu des exactions avec ce genre de joueurs et de dossiers cette saison, tout simplement. Voilà, on a poussé sur les organismes. L'entraîneur des gardiens, alors Spinelli qui est là depuis 2018 et était en fin de contrat le 30 juin, il devrait partir. Le problème c'est qu'on n'a toujours pas d'entraîneur des gardiens. Et c'est là où j'ai quand même envie de critiquer le club, c'est-à-dire que ton staff n'est toujours pas composé à 100% et t'as pas ton entraîneur des gardiens, c'est quand même un petit peu inquiétant. En plus, t'as pas de gardien numéro 2 parce que Sergio Rico, alors on a eu des très bonnes nouvelles dernièrement, il s'en est sorti, donc ça c'est évidemment une excellente nouvelle. Mais aujourd'hui, sachant qu'il est resté plus de 15 jours dans le coma, tu te dis il va falloir un numéro 2. Donc un gardien numéro 2 et un entraîneur des gardiens. Surtout que Donnarumma est encore jeune, a vraiment besoin de progresser. Et son jeu au pied, il faut vraiment qu'il le travaille. Parce qu'avec Luis Enrique, ça va pas le faire en fait. Il faut absolument que Luis Enrique... Alors d'ailleurs, l'entraîneur espagnol, à ce qui paraît, il aurait aimé continuer à bosser avec Spinelli, mais qui devrait... malgré ça, partir quand même. Voilà, mais Donnarumma, les parpaings au milieu de terrain ou en touche, je suis pas sûr que Luis Enrique, il apprécie tout simplement. Il y avait des rumeurs de départ parce que Rafaela Pimenta, j'ai l'impression que c'est une buse. Pour pas dire... parce que vraiment, j'ai vraiment l'impression que, voilà, depuis que Mino est parti, paix à son âme, et c'était un des meilleurs agents au monde, on le voit, vu toutes les déclarations de ses joueurs et tout ça. Enfin, Xavi Simons a changé d'agent. Verratti, c'est un peu le bordel. Rafaela Pimenta part tous les 4 matins. Donnarumma, ça veut la faire partir. J'ai l'impression qu'elle est vraiment pas aimée. Et que voilà, il y a beaucoup de joueurs qui vont changer d'agent et qu'elle va pas faire long feu. Voilà, dans le milieu. Bref. Cherendour, oui, selon Loïc Tanzi, l'équipe, il a signé son contrat de 5 ans. Alors, il y a juste un truc sur lequel j'aimerais revenir. Dans l'article, il est dit qu'il va faire la pré-saison avec le groupe de Luis Enrique et qu'après, on prendra la décision si on l'envoie en prêt ou non. Pour moi, cette décision, elle est prise tout de suite en fait. Il faut le prêter dès maintenant. C'est-à-dire qu'on a un mec qui peut ni jouer en U19 et qui a qu'un seul match en professionnel. Donc c'est-à-dire que comme on n'a plus d'équipe réserve machin chouette, ben il n'y a pas de place pour lui. Voilà, il doit être avec les pros, il n'aura absolument pas le temps de jeu qu'il lui faut pour progresser, donc il faut le prêter maintenant, surtout qu'en plus il joue actuellement l'Euro U19 avec l'Italie, qui a commencé hier contre Malte, il a d'ailleurs marqué, victoire 4-0, et normalement, demi-finale 13 juillet, finale 16 juillet dans ce tournoi. Après, il faudrait qu'il ait quelques vacances, au minimum 10 jours quand même. Mais pendant ce temps-là, nous, le 21 juillet, on joue le Havre au nouveau centre d'entraînement en amical. Et ensuite, on s'envole au Japon jusqu'au 2 août où on va affronter Al Nassr, l'Inter et une équipe d'Osaka, je crois. Donc, ça me paraît assez juste. Je n'ai pas trop compris, en matière de timing, le fait que Cherendour vienne avec le groupe. Bref, passons à Gabri Veiga. Selon Santi Aouna, sorti hier, le PSG est très intéressé, aimerait... dans l'idéal, lui faire passer sa visite médicale en fin de semaine. Le Parisien a confirmé par un article de Dominique Sévérac, qui n'est pas le plus fiable. Je pense qu'on peut le mettre au rayon des Damien Degore et Arnaud Herman. Donc il nous dit que le PSG est intéressé, ni en retard, ni en avance par rapport aux autres clubs, parce que là, on parle quand même d'un joueur, heureusement qu'il y a la clause libératoire, parce qu'il y a bon nombre de clubs dessus. Le Real, même si avec Bellingham, bon, là, ils commencent à les collectionner, les milieux de terrain. Donc je pense pas qu'ils aillent dessus concrètement. Liverpool, City, pour remplacer Bernardo Silva s'il part. Ça peut être 2 dossiers liés. Le Barça, même si eux, leur situation économique est compliquée. Chelsea, bon bref, ça fait quand même beaucoup de clubs. Et Sévérac nous dit qu'il n'y a pas de visite médicale prévue cette semaine. Donc voilà. Alors parlons du joueur tactiquement. Parce que c'est vrai que bas de tableau Liga, il faut quand même se renseigner sur lui avant de faire une description détaillée. Donc aujourd'hui, j'ai passé la journée sur le poste, terminé, on a regardé des séquences, tout ça, et on va pouvoir parler de son profil qui est très intéressant bien évidemment. Milieu donc orienté plus sur le côté droit, qui n'est pas notre pôle de créativité, parce que Verratti, Neymar, Mbappé, Nuno Mendes, nos meilleurs joueurs, c'est à gauche. Mais ce côté droit, aujourd'hui, au PSG, doit évidemment être animé. Il faut remettre un petit peu de vie. Alors, Campos l'a compris en faisant de Bernardo Silva sa grande priorité.
Il y a Achraf aussi qu'il faut mettre dans des conditions optimales. Et donc là, Gabri Veiga, plutôt numéro 8, voire numéro 10, qui joue dans un 4-4-2 au Celta. C'est intéressant parce qu'hier, Loïc Tanzi, sur le plateau de l'équipe, nous disait que le PSG voulait recruter Colomani pour l'associer à Mbappé devant dans un 4-4-2. Luis Enrique voudrait jouer en 4-4-2. On en parlera dans une autre vidéo. Mais ça, c'est une information quand même assez intéressante. Peut-être qu'on aura des réponses demain lors de la conférence de presse. Alors, 1m84, donc niveau taille, on n'est pas trop mal. En plus grand dans l'effectif, il y a Danilo, 1m88, si tu le considères comme un milieu de terrain. Moi, vous connaissez mon avis, je le considère comme un défenseur central. Et ce, même avec les signatures de Skriniar et Lucas Hernandez. Tu as Fabian Ruiz, 1m89, même si lui, il est plus penché côté gauche. Alors, à ses débuts, Galtier le faisait jouer sur son faux pied côté droit, mais à la fin de saison, il était plus de l'autre côté. Mais sinon, voilà, ce serait donc ton deuxième ou troisième milieu de terrain le plus grand. Carlos Soler fait 1m80, je crois. Vitinha, 1m72. Verratti, 1m65. Bon, bref. Niveau taille, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Et au duel, pour l'adaptation en Ligue 1, évidemment, quand un joueur vient d'Espagne, c'est la grande question. On a quelques certitudes sur le fait qu'il n'aura pas peur. Il a la tonicité, la force sur le haut de son corps pour protéger son ballon. Évidemment, avant de passer à l'analyse complète, il y a une difficulté, une grande difficulté, c'est-à-dire qu'on est face à un joueur qui évolue dans une équipe bas de tableau de Liga, qui, on va pas se mentir, est médiocre. Voilà, c'est une équipe nulle, qui en plus n'a pas la possession. Donc, transposer ça, cette configuration, à la physionomie des matchs du PSG, c'est compliqué. Parce qu'on a Luis Enrique qui vient de signer, on va absolument vouloir la possession le plus haut possible sur le terrain, on joue face à des défenses qui sont rugueuses, qui viennent un peu plus au duel. Donc, pour Gabri Veiga, ça va demander une adaptation. Tout simplement. Et chez les supporters, du coup, de la patience. Bon, par exemple, actuellement, il surperforme complètement au niveau des buts marqués. 36 matchs en Liga, 11 buts. C'est assez énorme pour un numéro 8. C'est surtout qu'en plus, les buts, ils sont très difficiles à mettre. C'est pas des pénaltys, c'est pas des buts dans la surface. La plupart, c'est extérieur surface dans des positions assez excentrées avec des angles plutôt refermés. Par exemple, en matière d'expected goals, je crois qu'il a marqué 11 buts pour 6 expected goals cette saison, ce qui est absolument monstrueux. Mais c'est de la surperformance pure en fait. D'un côté, on peut se dire que ce genre de statistiques, il ne le refera pas, parce que c'est trop dingue en réalité. De l'autre, on se dit, au PSG, des situations de frappe de loin, normalement, il en aura 3 ou 4 fois plus qu'au Celta. Du coup, 3 ou 4 fois plus de chances de marquer, tout simplement. Donc là-dessus, voilà, tu peux être un petit peu nuancé. Alors, ces statistiques de passes progressives sont pas extraordinaires. Il en compte 5 par match en moyenne. Par exemple, Parero de Valence, c'est 9. Toni Kroos, l'expert en la matière, c'est, je crois, plus de 15, 17 ou 18 par match. Mais tout ça, ça veut dire quelque chose. Si Gabri Veiga ne fait pas trop de passes progressives, c'est parce qu'il préfère jouer haut sur le terrain, attendre le ballon qu'il est capable de recevoir de haut but. Et ça, c'est quelque chose de très important. Avoir un joueur au PSG qui aime jouer devant le ballon et pas derrière. Par exemple, Vitinha, quand Galtier l'a mis en numéro 10 à quelques reprises cette saison, c'était un désastre. Parce que c'est quelqu'un... Pour moi, mon poste favori pour Vitinha, en fait, c'est le plus bas possible sur le terrain. Numéro 6, limite. Parce qu'il a vraiment besoin d'avoir le plus de vision sur ce qui se passe devant lui. Gabri Veiga, c'est l'exact inverse. C'est là où, par exemple, il se différencierait d'un Vitinha. Parce que lui, il est capable d'attendre le ballon haut, de le contrôler entre les lignes. Là où Vitinha, Carlos Soler ont tout de suite valsé au duel dans la densité. Lui est plutôt solide. Il est capable de se retourner, il a les capacités techniques pour éliminer dans la densité, voilà. Il se déplace aussi très bien pour apporter de la verticalité, voilà. Alors, il ne prend pas non plus la profondeur entre les deux défenseurs centraux, on ne parle pas d'un numéro 9, mais derrière la ligne du milieu de terrain, c'est quand même quelqu'un qui va te proposer beaucoup de solutions assez verticales, donc ça c'est assez intéressant, et puis en plus quand il a le ballon, il va aller provoquer le défenseur, le vis-à-vis, essayer de le dribbler, donc ça c'est plutôt intéressant. Après, en Ligue 1, évidemment on le sait, les défenses sont regroupées et rugueuses, donc on peut se dire qu'il valserait comme un Vitinha ou un Carlos Soler.
Maintenant, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, il est plus développé physiquement. Donc, on peut avoir un petit peu plus d'espoir. Avec ballon, c'est quelqu'un qui tente beaucoup, voilà, qui n'hésite pas à lancer dans la profondeur, à faire des louches par exemple, des ballons pieds en rupture pour lancer ses partenaires, parfois un petit peu trop, parce que ça donne lieu à des transitions, à des pertes de balles dans son équipe du Celta Vigo, qui déjà n'a pas trop de situations offensives. Donc au PSG, ça me gêne pas, tu vois. J'ai une devise évidemment, jamais je tomberai sur un joueur qui prend des risques pour faire progresser le ballon pour le bien de l'équipe. Nuno Mendes et Gabri Veiga, s'il le fait, voilà, je serai clément avec lui. Je serai plus clément avec un Gabri Veiga qui me perd des ballons alors qu'il tente de lancer dans la profondeur, plutôt qu'un Vitinha qui te fait 10 000 passes latérales sur un match. Voilà. Dans le dernier tiers, alors il est intéressant dans le dernier tiers parce que déjà il compte 11 buts, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et c'est surtout quelqu'un qui est très direct. Il n'est pas dans le gris-gris. C'est-à-dire qu'à la différence d'un Verratti, il ne va pas faire jouer ses partenaires. Tu lui passes le ballon dans les 18, il tire parce qu'il a une frappe très puissante. Il tente plus de 2 tirs par match. Dans une équipe du Celta Vigo, c'est quand même assez énorme, surtout qu'il n'a pas les pénaltys. Voilà. Et comme je l'ai dit plus tôt, au niveau des expected goals, il surperforme complètement. Donc voilà, frappe très puissante qui laisse peu de temps au gardien. Donc ça, c'est assez intéressant. Si on veut faire un lien, alors il est tiré par les cheveux avec Colomani. On en parlera demain ou après-demain de Randall, mais Randall aime bien faire des centres en retrait sur des joueurs qui sont du coup plus libres parce que Randall va pénétrer la défense adverse, attirer les défenseurs centraux sur lui et boum, mettre le ballon en retrait sur quelqu'un. On peut penser à Gabri Veiga qui est tout à fait capable de se projeter et du coup de déclencher une frappe première intention assez puissante sur un centre en retrait de Randall Colomani. C'est un peu tiré par les cheveux. Niveau dribble, comme j'ai dit, dans la densité, dans l'axe, il est très très bon. Par contre, quand il s'excentre un petit peu, les situations de 1 contre 1, c'est pas trop ça. Les situations où tu dois dribbler le joueur et ensuite enclencher sur une conduite de balle, une accélération, il maîtrise un petit peu moins que les gris-gris que tu fais dans les petits espaces où juste après le dribble, voilà, tu as une solution sur le côté avec un partenaire. Bref, défensivement, il est très agressif au duel. Voilà, sur toutes les zones du terrain, il va engager un pressing, il va aller aider son latéral, tout simplement, en étant très coriace, rapide aussi. Ça, c'est une différence avec Milinkovic-Savic, par exemple. Milinkovic-Savic, c'est un peu le même profil de milieu relayeur droit qui se projette beaucoup, qui a une frappe assez puissante, qui est grand aussi, qui est plus grand que Veiga. Mais Veiga, défensivement, est plus intéressant que Savic, par exemple, pour faire encore une fois une comparaison. Par contre, au duel, il n'a pas peur. Il a pris 6 cartons jaunes, 1 carton rouge cette saison sur ses matchs de Liga. C'est un peu beaucoup, mais c'est surtout qu'en fait, il doit aussi progresser avec sa tête. C'est le genre de défenseur qui va aller au duel. Voilà, le vis-à-vis a son ballon, le vis-à-vis a le ballon dans les pieds, il fonce, il va l'attaquer. Par contre, pour la lecture du jeu, des trajectoires pour couper les passes, c'est un petit peu moins bon. Les jaillissements, il n'en fait pas trop, quoi. Voilà, c'est plus quelqu'un qui va venir chipper le ballon dans les pieds parce qu'il est très bon là-dessus. City est donc dessus. C'est rassurant hein, quand tu as un club de ce standing qui travaille aussi bien, qui s'intéresse aux joueurs. Je ne cesserai de répéter que la dernière fois qu'on a recruté un joueur pisté par City, c'était le grand, le très grand Nuno Mendes. Et concernant les 40 millions, bon, c'est vrai que pour une saison en pro, parce que en réalité, il a percé cette année. Hein, l'année dernière, je crois qu'il a que 7 matchs en Liga. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Maintenant, c'est une clause libératoire, donc tu n'as pas à négocier avec le Celta, pas de surenchère avec les nombreux clubs, c'est plutôt pas mal. C'est plus le joueur hein, qui a les cartes en main, qui va devoir choisir un club plutôt que le Celta qui va faire monter les enchères. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais faire un lien avec, pour moi déjà la pire recrue de l'été, Marco Asensio. Je le condamne tout de suite parce qu'en fait, quand je vois Gabri Veiga, qui est orienté côté droit comme Marco Asensio, je me dis, punaise, 50 contrats à Asensio, avec grosso modo 8-10 millions que tu vas sortir chaque année pour son salaire. J'ai été gentil, hein, parce que du coup on parle en brut. Le PSG va sortir de ses caisses 8-10 millions et Asensio devrait toucher 6,5 en net. Je me dis en réalité 40 millions amortis sur un contrat de 5 ans. Ça fait 8 millions d'amortissements par an.
Gabri Veiga, salaire, si tu lui donnes 3 millions, c'est quand même le bout du monde. Je crois pas qu'au Celta Vigo aujourd'hui, il ait un salaire extraordinaire. Donc en réalité, Veiga sur 5 ans te coûterait quoi? 11, 12 millions d'euros grand maximum. Asensio t'en coûte 10. Ben, je crois que voilà, vous avez compris mes réticences sur Asensio parce qu'on l'a fait trop tôt dans l'été. Vous me direz, il était libre, il fallait le faire tout de suite. Ok. Mais de l'autre côté, ben voilà, Veiga 40 millions clause libératoire. Je préfère que Marco Asensio, 27 ans, libre de tout contrat en fait, avec un gros salaire qui fait que derrière, le mec sera complètement invendable. Alors que Veiga, 21 ans, bon, tu lui donnes un salaire à 3 millions. Si tu veux le refourguer, normalement, t'as pas trop de problèmes derrière. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais tirer un petit peu mon coup de gueule là-dessus. Et puis, comme je l'ai dit hier, Campos, qui est directeur sportif, hein, conseiller à la fois du PSG et à la fois du Celta, je trouve ça un petit peu bizarre parce que du coup, il peut se prendre deux coms à la fois. Le conflit d'intérêts est clairement là. C'est un petit peu bizarre d'un point de vue juridique. Voilà un petit peu pour la vidéo d'aujourd'hui. On va se retrouver demain, j'espère, pour débriefer donc la conférence de presse de Luis Enrique. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Je suis assez content de la piste Gabri Veiga, mais encore une fois, fallait la faire à la place de Marco Asensio, tout simplement. Allez, bonne soirée à vous et prenez soin de vous, bien sûr. Ciao les amis.